Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Sam Mino, je travaille à la DRH du siège de l'APHP et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on a mis en place ces dernières années. Ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on est sur TimeTonic. Donc vous allez le voir, je vais vous présenter la structure d'un processus RH de grande envergure. Alors là c'est processus RH parce qu'on est DRH, mais comme vous le savez, il y a plein de personnes de l'APHP qui travaillent sur TimeTonic, notamment la DRC qui nous a mis un peu sur les rails de TimeTonic, et plein d'autres personnes au sein d'autres directions. Pour faire rapide, la PHP, donc l'Assistance publique hôpitaux de Paris, c'est un groupement hospitalier, le plus grand au monde et en Europe, enfin en Europe du moins. On a 100 000 agents, on travaille en santé publique. On a 38 hôpitaux et donc là l'idée c'est vraiment de vous présenter la gestion de projets de grande envergure et comment est-ce qu'on aborde cette question aujourd'hui, sachant que c'est quelque chose qu'on a maturé dans le temps. En effet, comme j'expliquais, on a l'outil qui est arrivé à la DRH via la DRCI sur un gros projet, la prime d'engagement collectif. C'est un projet que je vous ai présenté l'année dernière. L'idée c'est de mettre en place un système d'appel à projet au sein de la PHP qui permet justement aux 100 000 agents de postuler, de toucher une prime. Donc pour le coup, on avait vraiment un outil qui était centré DRH, qu'on développait pour nous-mêmes. Et en fait, cet outil a tellement plu, et TimeTonic a tellement plu de manière générale, qu'on a commencé à développer des outils pour d'autres DRH locales. Il faut savoir qu'en tout, on a 6 DRH à la PHP et une 7e qui gère tous les projets de DRH pour les autres DRH, donc nous, la DRH du siège. Donc à jour, on a 15 projets qui sont développés par la DRH et on a des besoins naissants, grandissants, tout simplement parce qu'on est passé de producteurs pour nous-mêmes, comme j'expliquais, à producteurs pour certains clients d'autres DRH. Donc c'est poser la question de comment est-ce qu'on développait des projets correctement, dans le temps, et surtout comment est-ce qu'on en gardait une traçabilité pour éviter de tomber dans certains problèmes qu'on ne rencontrait pas avant, vu qu'on travaillait uniquement pour nous. Donc déjà, ça passe par structurer les demandes qui émanent de toutes les DRH, documenter les projets existants. Je ne l'ai pas marqué, mais il y a énormément d'autres besoins, notamment structurer les données, les référentiels, des choses comme ça, mais on y reviendra. C'est des choses qui sont assez importantes quand on a 100 000 agents et 38 hôpitaux. Il faut vraiment que tout ça soit bien structuré, qu'on ait tous le même langage quand on parle de projet RH. Et donc, dernièrement, ce qui vient nous amener à structurer la réalisation des projets et tout ce qui vient avec. Donc là, je vais vous parler d'un cas d'usage, à savoir le premier cas d'usage sur lequel on a appliqué notre nouvelle méthodologie, c'est-à-dire qu'on a appliqué une réelle gestion de projet, parce qu'avant, ça se faisait un petit peu sur le coin d'une table, les personnes venaient nous voir, les DRH venaient nous voir, et on développait en direct avec eux nos projets RH. On s'est rendu compte qu'il y avait une fin qui allait arriver très rapidement si on continuait comme ça, pour la simple et bonne raison qu'on n'avait ni traçabilité, et pour les évolutions qu'on allait amener, on ne savait vraiment pas où est-ce qu'on allait, comment est-ce qu'on allait se développer dans le temps, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de structurer tout ça, et donc ça va passer par ce premier gros projet qui a été mis en place à partir d'avril. On a lancé vraiment en avril 2025 la réalisation de ce projet, et il est sorti de terre, on va dire, aux alentours d'octobre 2025, et aujourd'hui il commence vraiment à être utilisé au sein de Saclay. On y reviendra. Saclay, c'est un de nos GHU, le groupement hospitalier universitaire, donc il vaut un CHU, et donc on a 6 GHU à la PHP. Et donc en fait là c'est un GHU qui comprend 15 000 agents, 6 hôpitaux, et qui est venu nous voir pour une problématique de dématérialisation des demandes de recrutement. Donc en fait, on a rencontré plusieurs problématiques qu'ils avaient, qui généraient du coup, l'avant générait des problèmes, et du coup, TimeTonic, c'était une manière de répondre à ces problématiques-là. Et donc à savoir, là l'idée, c'est qu'avant Covid, au niveau du recrutement, la PHP, c'était un petit peu déstructuré, dans le sens où, étant donné qu'on était en crise RH, les cadres, tous ceux qui étaient amenés à faire du recrutement, recrutaient sans même demander aux directions. Et c'est à partir du moment où on avait trouvé la personne qu'on recrutait, qu'on demandait la validation à la direction des ressources humaines. Aujourd'hui, on fait totalement l'inverse, sachant qu'à la PHP, on a réussi à revenir à notre niveau de recrutement avant Covid. On a décidé de remettre en place un circuit vraiment cadrant. Et donc à savoir que quand on veut recruter la PHP, il faut d'abord demander à recruter. Et une fois qu'on a la validation de la DRH, etc., on lance le recrutement. Donc en fait, on avait des demandes qui étaient non cadrées. Donc TimeTonic, c'était l'occasion de trouver une solution qui permet de faire un cadrage et donc de repenser une organisation. Donc on va dire TimeTonic est vraiment arrivé au bon moment là-dessus. On avait un avant, c'était des espaces partagés pour toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on avait des Excel partagés pour chaque hôpital, donc 6 hôpitaux différents, parfois même au niveau des services, parce qu'on a 800 services à la PHP, on en a une centaine je crois au niveau de Saclay. Donc on avait vraiment un manque de lisibilité du process, et quand il y a des personnes qui arrivaient, qui partaient, en fait la passation se faisait assez mal et c'était compliqué. Ensuite on a le suivi des demandes via Excel et mail. De toute façon ça va souvent être ça, hein. Tout passer par Excel et mail, où on avait une répétition, des personnes qui n'étaient pas nécessairement bien identifiées, etc. Des envois de mails un à un. Donc là, pareil, beaucoup de temps à passer, à envoyer des mails, etc. Pas d'interfaçage gestionnaire-demandeur, c'est-à-dire que là, c'était vraiment un manque de clarté et de fluidité du côté des demandeurs, c'est-à-dire qu'ils ne savaient jamais vraiment à qui s'adresser, quand et comment. Des saisies systématiques de toutes les informations, c'est-à-dire que quand je recrute quelqu'un, il fallait que je mette son matricule, son nom, son prénom,
et toutes les informations qui sont reliées à ces personnes-là, tandis qu'aujourd'hui, en fait, on a des bases de données qui nous permettent vraiment de fiabiliser ces saisies-là, c'est-à-dire que je mets mon matricule et j'ai toutes les informations dans nos bases de données derrière qui sont saisies automatiquement. Et dernièrement, on a des envois de documents par mail qui étaient vraiment complexes, tout simplement parce qu'on revient sur le problème de mail, je pense qu'on connaît toutes et tous, en attendant qu'on travaille tous en entreprise, et donc on a des suivis complexes des dossiers. Et donc pour répondre à ça, on a mis en place des tables et des vues dédiées selon chaque rôle, des traitements des demandes totalement intégrés à TimeTonic, des mises en place d'automatisation, d'utilisation de formulaires externes et de vues selon les étapes, c'est-à-dire que chaque personne voit uniquement ce qu'il doit voir. Et donc l'utilisation d'une base de données centralisée et de liens qui permet de tout centraliser, tout ficeler, de parler tous la même langue et d'avoir une saisie unique. Et dernièrement, des pièces jointes qui sont intégrées à la demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un formulaire externe, on met les pièces jointes, ce qui évite de passer par mail et de faire un doublon. Donc ça, c'était la partie un petit peu longue, on va dire, c'est l'expression de besoin, donc les problématiques, les besoins, les solutions. Et donc ça, c'est le projet en quelques chiffres avant de parler de la manière dont on l'a implémenté au sein de la DRH de Saclay. Donc ça concernait 15 000 agents qui travaillaient au sein de 6 hôpitaux. Donc on a une structuration qui était quand même assez complexe et une centaine de services. Là, on ne l'affiche pas, mais les services sont aussi très importants parce que c'est chaque chef de service, c'est chaque cadre de service qui va faire les recrutements. Donc pour le coup, on avait un vrai enjeu à ce niveau-là en termes de structuration. Pour un lancement, on va dire, qui arrivait courant juillet, finalisation octobre. Depuis juillet, on a déjà eu 1315 demandes déposées. Ensuite, on a 850 demandes validées depuis le lancement, 502 recrutements depuis le lancement, et donc 68 comptes TimeTonic qui ont été créés, répartis sur 7 rôles. Là, on y reviendra aussi, c'est vraiment l'importance de la structuration de projet. Donc l'idée, c'est pas de revenir vraiment sur la technique, ce qu'on a fait avec TimeTonic, là on vient de l'expliquer, c'est vraiment de vous expliquer comment est-ce que nous on a fait pour réussir à structurer le projet, parce que avant de venir justement sur cette gestion de projet TimeTonic, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'outil TimeTonic était abouti. Honnêtement, il y a quelques évolutions à faire, mais ça vient, c'est un nouvel outil, il se développe aussi, mais c'est que nous, de notre côté, on n'était pas au maximum en termes d'accompagnement sur le développement de l'outil, dans le sens où en fait on arrivait vite à certaines limites qu'on créait nous-mêmes de par une organisation qui n'était pas vraiment orientée projet. Donc on a réparti en 3 grandes parties. Déjà, il y a comprendre le besoin, sur toute l'expression de besoin. Donc là, on a une expression de besoin, une validation du projet en commission TimeTonic. C'est une commission qu'on a mis en place pour s'assurer que les personnes qui nous contactent, les clients, ont bien choisi le bon outil. Parce que des fois, si c'est pour un simple formulaire, on ne va pas passer par TimeTonic. On a des licences côté APHP Microsoft Forms qui fonctionnent très bien, qui sont validées niveau RGPD, validées par les DSI, etc. Donc là, c'est OK de ce côté-là, ils peuvent l'utiliser. Donc là, l'idée, c'est vraiment sélectionner les projets, voir aussi en termes de temporalité si on aura le temps de les produire, parce qu'on a 15 projets, on en a une dizaine qui vont arriver très prochainement, donc on est une petite équipe encore. Donc il faut qu'on choisisse ce qu'on met en avant en termes d'urgence. Ensuite, on a un premier point de clarification. Ça, c'est vraiment, je pense, l'étape la plus importante sur laquelle on a perdu le plus de temps. Savoir ce dont les équipes ont besoin. Le besoin client, c'est vraiment le plus important. Réalisation d'un premier logigramme, on y reviendra. Logigramme Stacy, quelqu'un avec qui je travaille, qui est juste ici, qui m'a montré comment en faire, et pour le coup, on s'en sert sur tous les projets. Et ensuite, on a les revues des V1 logigrammes, des nouveaux logigrammes si nécessaire, et maintenant, on arrête de produire TimeTonic sur un coin de table, c'est-à-dire qu'on produit des logigrammes jusqu'à ce qu'on trouve précisément ce dont a besoin le client, et une fois que ça c'est fait, là, on lance la production TimeTonic. Parce qu'en fait, les projets sont tellement structurants et tellement gros que quand on commence à produire, si on modifie ce qu'on a fait, on finit par créer des erreurs, des bugs. On appelle le service support Lucas et souvent on se rend compte qu'en fait, le problème ne vient pas de TimeTonic, mais de nous. Donc là, c'est vraiment très important. Ensuite, on a le lancement de prod en TimeTonic, les tests V1 avec le client direction. Alors ça, c'est une petite erreur. Je l'ai mis ici parce que sur ce projet-là, on l'a fait, mais on ne le refera pas. C'est qu'on a scindé la direction et les utilisateurs, les experts métiers. Grosse erreur, on apprend pour le coup parce qu'en fait la direction avait une idée bien précise en tête, donc on a fait toute modification, etc., ce qui nous a pris beaucoup de temps sur TimeTonic. Pour faire une présentation aux utilisateurs, ils nous ont dit non, on a des règles métiers, vous nous proposez de les appliquer de telle manière, nous on ne peut pas les appliquer de telle manière, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et des fois il y avait même des règles, on va dire, d'ordre juridique qu'on n'avait pas pensé. Donc là, très important. Pour le coup, toujours lier la direction avec les experts métiers, sinon c'est un double travail qu'on a à faire à chaque fois et une perte de temps. Et dernièrement, du coup, une fois qu'on a répondu aux besoins, c'est vraiment lancer le projet. Et ça ne s'arrête pas au lancement du projet. On pensait que c'était le cas, mais pour le coup, il y a un énorme temps de travail aussi derrière. Et c'est ce qui prend le plus de temps avec du recul. C'est lancer le projet, le faire adopter par tous et surtout l'entretenir. Parce que si on fait un projet qui se perd dans le temps et qui ne s'adapte pas aux nouveaux besoins, au final, autant pas travailler dessus. Donc on a toute l'étape de lancement de projet, du webinaire, le mode opératoire, les points individuels avec les experts métiers. Et derrière,
un SAV avec des remontées de besoins. Là, pareil, faire attention à ne pas tomber dans le piège. On faisait des mises à jour en permanence, donc on avait tendance à créer des bugs. Et donc, ce qui est important, au final, on a décidé de faire des mises à jour programmées, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois, sur chaque gros projet structurant, on rencontre les équipes projet, la direction, on dit bon bah, ok les gars, de quoi est-ce que vous avez besoin? Faites-nous un peu comme on fait avec Timetonic la wishlist et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre à jour pour que votre outil fonctionne et réponde au mieux à vos besoins. Et donc on a 2 motos qu'on répète tout le temps quand même quand on rencontre des personnes qui veulent utiliser Timetonic par notre biais. C'est que Timetonic, c'est un super outil pour le coup qui permet d'être indépendant, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un dev dès qu'on a besoin de faire la moindre petite modification, de gagner du temps sur la production. De par l'indépendance, et surtout, c'est comme on le disait, on est ceinture verte en 3 heures et ceinture noire en assez peu de temps aussi. Et même si c'est un super outil, de notre côté, on a une exigence à avoir aussi. L'outil ne peut pas tout, notamment sur l'organisation. On doit toujours faire l'objet, enfin, Timetonic doit toujours faire l'objet d'une gestion de projet comme tous les SIRH. On pensait y échapper pendant un temps, mais on a très vite été rattrapé. Et surtout, une fois que l'outil est créé, il n'empêche pas les échanges humains. Nous, on disait, parce qu'il y a des automatisations, etc., on n'a plus besoin d'échanger entre personnes, ça ne sert à rien, sauf qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui crée des blocages. Donc pour le coup, vraiment, c'est ce qu'on répète tout le temps. Timetonic, c'est bien, mais c'est ce qui permet de le rendre encore plus fort, c'est la manière dont on s'organise autour. Et donc là, je vous présentais rapidement une démo justement de la dématérialisation de demande de recrutement. Donc comment est-ce que ça passe par Figma et Timetonic? Figma, c'est un outil qu'on utilise assez couramment pour les logigrammes, justement. Vous pouvez le voir, il est gratuit, alors il y a une certaine limite, mais il permet vraiment de faire des circuits simplifiés, circuits complexes, etc., comme ici. Là, c'est les circuits qu'on présente aujourd'hui pour les demandes de recrutement. Selon si c'est des demandes sur des métiers soins hors soins, on va avoir 2 circuits de validation différentes. À l'hôpital, on va passer par DSAP, c'est la direction des soins pour tout ce qui est demande sur des métiers soins, et via les DRH pour les demandes hors soins. Ensuite, on va avoir des publications. Donc là, c'est que des automatisations qui nous permettent de faire ça. Selon les statuts des postes qu'on va choisir, on va envoyer au DRH ou au DSAP. Derrière, selon la publication de l'offre ou non, si c'est un poste fléché. Poste fléché, c'est juste qu'on a identifié quelqu'un sur le poste. Si on ne l'identifie pas, si on ne l'a pas encore identifié, il y aura dans ce cas-là une publication de l'offre. Et s'il est déjà fléché, dans ce cas, on passe directement à l'étape suivante, avec ici l'utilisation de la génération de la fiche de recrutement par le RH, qui est un super outil pour le coup. On passe par un formulaire externe, c'est-à-dire qu'une fois que la personne qui a fait demande de recrutement, la demande de recrutement a trouvé la personne, elle va saisir toutes les infos nécessaires pour faire un autodoc justement avec la fiche de recrutement, ce qui nous évite toute la phase de ressaisie de mail à Excel, d'Excel à mail et d'Excel à d'autres outils, notamment NeoCase chez nous qui est en train d'être implémenté petit à petit. Donc pour le coup, ça c'est circuit simplifié, c'est celui qu'on présente, et c'est aussi ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire comprendre à nos clients, donc nous des RH, quand on leur montre ça, ils disent c'est simple, dans 2 semaines c'est fini, et après on en vient, on leur dit ça c'est le logigramme réel, c'est ce qu'il y a derrière, ça c'est le vrai Timetonic. C'est tout ce qu'il y a derrière, et encore là, c'est que la V1. Il y a eu, comme je disais, on a fait des allers-retours entre les directions, et ça c'est la dernière version, on a fait des retours, parce qu'on a fait pas mal de retours entre les directions et les experts outils, donc dès comme ça, j'ai dû en refaire au moins 4-5. Donc autant vous dire que ça fait réfléchir, mais pour le coup, souvent les gens nous disent oui, mais nous Sam, on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse rapide, on veut produire, c'est une urgence, mais on leur dit en fait l'urgence c'est bien, mais vous ne répondrez pas à une urgence avec un outil complètement mal pensé, un peu pourri, vous exciterez encore plus les personnes qui sont demandeuses de cet outil-là. Donc vraiment l'intérêt justement de bien faire les étapes, donc ici on le précise, l'étape 1 c'est vraiment l'étape de la demande via un formulaire de demande, ensuite on a l'étape 2, là c'est la validation avec un formulaire externe, donc c'est une tierce personne qui va voir ce qui a été saisi, qui sera le N+1 et donc qui va valider la demande. Et donc ensuite, on a l'étape 3. Là, c'est la chaîne de validation. On rentre dans le dur de Timetonic où toutes les personnes qui vont avoir une interaction avec l'étape 3 vont avoir un compte Timetonic. Et donc là, sur ce projet-là, c'est 70 personnes. 70 personnes réparties sur 7 rôles différents. Donc à chaque fois, ici, on a effectivement le logigramme, donc ce que chaque dossier, c'est le chemin que fait chaque dossier. Mais derrière aussi, le dossier passe dans un grand nombre de vues différentes. Et donc on y vient, une fois que ce circuit est pensé, il y a un deuxième circuit à penser en parallèle, à savoir celui des vues. Ça, c'est la vue dématérialisation des demandes de recrutement Saclay. C'est notre vue back-office à nous, que les directions n'ont pas. Et ici, c'est toutes les autres vues qui prennent en compte une partie du logigramme ou plusieurs fractions du logigramme que je vous ai montré, qui permettent, selon l'interlocuteur, là on a DDR Saclay, c'est vraiment nous. Ensuite, on a la cellule d'attractivité, les CPDMU, ça c'est les cadres de DMU, c'est notre organisation, c'est un peu complexe, je ne vais pas y venir. Les coordinateurs généraux des soins, on a le bureau des professionnels, les RRH, les DSAP, les DRH qui vont valider. Et ensuite, on a un espace test qu'on a créé pour pouvoir faire nos tests à nous. Mais vous voyez que tout ça, en fait, on a de réels enjeux d'organisation à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment l'idée de ce logigramme et de répéter, toujours dire que l'organisation de projet s'applique même si l'outil est super et ça permet de le rendre encore plus puissant.
Et donc dernièrement, pour finir très rapidement, sur les 2 petites questions, voilà, si on devrait recommander TimeTonic à une entreprise, nous c'est ce qu'on se dit tout le temps, à chaque fois il y a des POC et je pense qu'aujourd'hui on va encore en découvrir via la keynote. Tant qu'on n'a pas mis le pied dans TimeTonic, sur TimeTonic, on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Et nous, il y a plein de choses. À chaque fois qu'il y a des présentations avec Jean-Michel, même Lucas, des fois, des choses, des mises à jour qui existent depuis longtemps, mais dont on n'a pas le temps de se pencher dessus. À chaque fois, il y a d'autres manières de repenser l'organisation qui existe, de les proposer à nos clients. Ils sont super contents. Notamment l'Autodoc, qu'on a mis beaucoup trop longtemps à adopter à mon goût. Quand on l'a présenté, les gens nous ont dit bah oui, c'est super, pourquoi on n'en nous a pas parlé dès le début. Bah voilà. Parce que tant qu'on n'utilise pas TimeTonic à 100%, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et même quand on l'utilise, il y a tellement de choses qu'il faut vraiment s'y pencher à plein temps. Et ensuite, TimeTonic en une phrase, c'est un outil rapide à prendre en main qui nous permet de gagner énormément de temps et surtout, on tient à le noter avec Tessie et tous ceux qui disent TimeTonic à la PHP, un très bon suivi client, notamment merci à Lucas, qu'on embête très très souvent, qui répond toujours présent, on a une réponse dans la demi-heure et on a un rendez-vous assez souvent dans la journée, donc pour le coup ça nous aide beaucoup dès qu'on a des bugs, que ça vienne de TimeTonic ou que ça vienne de nous, ça nous aide beaucoup d'avoir un support de son côté. Merci à tous. Deux, trois. Merci beaucoup, Sam. Magnifique démonstration. Je ne sais pas si vous avez apprécié, parce qu'il y a TimeTonic, hein, évidemment, on est super, on est très fiers, mais regardez la qualité du processus. Vous voyez, un peu le professionnalisme, c'est incroyable. Moi, encore un tour d'applaudissements, parce que c'est waouh. Impressionnant d'arriver à modéliser. Et je pense que toute la valeur, je pense vraiment, quand on pense des plateformes comme TimeTonic, de centralisation, d'automatisation, de création. Ce qui est génial, c'est que ça permet de faire ce qu'on veut. Mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire, eh ben, on ne fait pas grand-chose de bien derrière. Hein. Et on peut faire très vite du spaghetti no-code pour les codeurs. On peut faire du spaghetti code, mais on peut faire du spaghetti no-code aussi. Et donc, c'est vraiment voilà, très impressionnant. Et c'est vraiment la qualité, je pense, aussi du succès de la PHP. Ceux qui sont un peu dans le domaine de la santé, je pense qu'il y a 10 ou 15 personnes de la PHP qui sont ici. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Et je pense que c'est cette approche de méthodologie, la qualité, et que en fait, c'est pas tant la compréhension de l'outil. Bien sûr, il faut savoir le maîtriser. Il y a des gens qui comprennent plus vite que d'autres parce que c'est plus branché, certains types de personnes ou d'autres. Mais c'est d'abord un architecte ou une architecte de solution qui va créer l'outil. C'est-à-dire quelqu'un qui sait paramétrer, c'est bien, mais quelqu'un qui a la pensée vraiment de concevoir un système qui va répondre à un besoin des équipes métiers, de la DSI, c'est extrêmement important. Donc moi, merci beaucoup, Sam, d'avoir accepté, parce que quand j'ai vu ça, il faut savoir qu'on a des réunions régulièrement avec la PHP. Il y a un club créateur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 50 personnes qui ont été formées. Il y a une trentaine de personnes qui participent chaque mois à un club créateur au sein de la PHP. Donc on échange beaucoup. On partage aussi de leurs demandes, de l'accompagnement. Salomé fait des formations. On est souvent avec les équipes de la PHP. Mais voilà, la force du succès de la prise de TimeTonic, c'est à la PHP, c'est l'outil bien sûr, c'est la plateforme, mais c'est vraiment la qualité, je pense, des personnes qui ont pensé, je pense à André bien sûr, qui a démarré la mise en place des premiers outils, qui est Chief Architect des solutions à la PHP de TimeTonic, et voilà, la capacité vraiment à modéliser les systèmes et à réaliser. Donc voilà, super intéressant. Je suis très heureux que vous ayez pu tous assister à ça. Est-ce qu'il y a des questions pour Sam ? Bonjour, Jean-Luc Delcuvellery, ancien client et partenaire aujourd'hui de TimeTonic. Quand vous attaquez un process comme ça qui peut concerner tous vos établissements finalement, est-ce que vous faites un pilote avec un site et puis ensuite vous regardez comment généraliser, ou est-ce que vous rassemblez tout le monde pour mettre tout le monde d'accord au risque de ne jamais y arriver ? Non, on a toujours des sites pilotes. De toute façon, c'est une des forces de la PHP, c'est sa taille, mais c'est aussi une de ses faiblesses pour la simple et bonne raison qu'en fait on a 6 GHU.
C'est littéralement un GHU, c'est un groupement hospitalier, donc c'est littéralement un CHU en termes d'organisation. Donc c'est des hôpitaux qui ont leur direction, des GHU, donc des groupements d'hôpitaux qui ont leur direction, qui sont tous dirigés par le siège de l'AP. Donc ça, c'est une force de frappe. On peut avoir de gros outils, les développer, on peut avoir nos clients, ils peuvent avoir des experts comme nous qui allons développer les outils. Mais le problème, c'est que chaque GHU, du coup, a sa manière de fonctionner, ses process RH, etc. Et donc là, Saclay, c'est un GHU avec qui on a l'habitude de bosser, dont on s'entend assez bien avec les directeurs qui sont assez moteurs là-dessus. Ils ne vont pas hésiter à se lancer corps et âme dans ce genre de projet-là. Donc pour le coup, c'est avec eux souvent qu'on va faire les V-tests. Et demain, on a une présentation justement en CODI. On va présenter à toutes les autres DRH ce projet-là parce qu'il est arrivé à jour. Maintenant, on a des stats dessus. J'ai oublié de le dire. Via Serenity, on fait pas mal de gestion de projet aussi. Et du coup, demain, on le présente. Et l'idée, c'est de le faire adopter à un maximum de personnes. Voilà, et de le développer. Vous travaillez plutôt en généralisant l'application ou vous faites autant de versions que d'établissements finalement parce que ça va plus vite Alors les établissements souhaiteraient qu'on fasse une version pour chaque GHU, je pense. Mais nous, l'idée justement, le combat, c'est de dire regardez comme ça fonctionne bien. Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres aussi qui nous permettent de voir qu'il y a certains GHU qui sont pas forcément bons sur ces sujets-là. Et c'est normal, c'est la taille. L'idée, c'est pas de blâmer. L'idée, c'est de s'améliorer. Mais du coup, c'est de leur dire, regardez, ça fonctionne. Donc pourquoi essayer de se casser la tête à faire autre chose, sachant que ça fonctionne. Après, il y aura toujours des petites spécificités RH, etc. Tant que c'est de la petite modification, ça va. Mais si on doit retoucher à toutes ces structures systématiquement, et qu'en plus, des fois, ils ne sont pas d'accord entre hôpitaux, il faut voir. Donc déjà, c'est l'idée aussi, et nous, c'est ce qu'on tient comme discours et ce qu'on va tenir demain, c'est d'abord qu'ils se mettent entre eux, entre hôpitaux et au sein du GHU, au clair sur le process qu'ils veulent appliquer, qu'ils en discutent peut-être avec Saclay, c'est l'objet de notre réunion demain, pour voir comment est-ce qu'on l'applique au mieux et comment est-ce qu'on modifie au moins, et on colle au mieux aux besoins de chaque GHU. Mais ça, c'est une gymnastique extrêmement compliquée, qui est à base de logigrammes et de longues négociations. Merci, on vous souhaite une bonne réunion demain. Merci, c'est gentil. Il y a d'autres questions ici? Oui, bonjour. Il y a un établissement à PHP au Pays Basque. Il y a un DSI. Est-ce que ça frotte beaucoup avec les DSI et comment ça se passe ? Non, pour le coup, avec les DSI, alors nous, vraiment le rapport qu'on a avec d'autres directions, ça va être surtout sur la DPO, ceux qui s'occupent vraiment de la protection des données, parce qu'on utilise de grosses bases de données, etc. Mais ça, s'il faut aborder le sujet, je pense que c'est les équipes de la DRCI qui sont le plus à même et le plus professionnalisé là-dessus. Avec la DSI, on n'a pas forcément d'échanges, on a des échanges directement avec les GHU, puisque tout ça, tout ce que je vous présente, il y a des Privacy Impact Assessment, des PIA qui sont pensés derrière. On ne lance pas un projet dans la nature sans savoir si on est OK sur la protection des données, etc. Tout simplement pour la sécurité de nos professionnels, pour la sécurité de nos outils aussi, parce qu'on aurait pu se lancer sans faire un PIA. Le jour où la DPO nous tombe dessus, nous dit vous fermez votre site, on n'aura rien à dire parce qu'on n'a pas de PIA. Donc on sait très bien qu'il faut absolument qu'on applique des PIA. Donc c'est plus avec eux qu'on a affaire. Ils font partie, je ne sais plus s'ils font partie de la DSI en tant que telle, mais c'est ceux qui s'occupent de la sécurité des données informatiques et c'est avec eux en général qu'on voit. Mais là, pour chaque projet, en fait, on a déjà un PIA qui est pensé pour ce projet-là. Donc si on le déploie à d'autres GHU, on aura juste à le copier-coller, à l'adapter à la marge si besoin. Un PIA, Privacy Impact Assessment, en gros, ça permet, quand on fait un projet informatique, de voir quelle sera l'utilisation de la donnée, les potentiels risques, combien de temps, ça peut être des questions, c'est très large un PIA, c'est énorme. Pour le coup, ça peut aller de comment est-ce qu'on va collecter la donnée, quelle donnée, combien de temps on va la garder, où est-ce qu'on va la garder, qui va y avoir accès. Et demain, vous répondez à un questionnaire, vous êtes un agent de la PHP, vous répondez. Demain, je parle de la PHP, je dois pouvoir faire en sorte d'assurer à toutes les personnes qui quittent la PHP que leurs données sont effacées au moment de leur départ, ou gardées un certain temps, mais qu'ils en soient informés. C'est honnêtement toutes les normes RGPD auxquelles on est soumis en Europe qui sont bien, parce qu'elles protègent les données. Et c'est aussi pour nous une manière de s'assurer qu'en cas de piratage, etc., on est quand même aux normes RGPD, que nos données ne sont pas données aux hackers sans aucun pare-feu. Voilà, pour le PIA. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui. Bonjour, bravo pour ce que vous avez construit. Merci. Ça prend du temps, c'est long et compliqué. Comment vous gérez la multiplicité des applications et les relations qui existent entre les grands référentiels pour être sûr d'avoir une homogénéité de la donnée? Alors les référentiels, c'est un gros travail qu'on partage notamment avec la DRCI, André, Hakim et Quentin. Pour le coup, je pense qu'ils vont pouvoir vous l'expliquer. Je pense que ce sera mieux parce que nous, on est client de la DRCI sur ce sujet-là. Donc Quentin nous expliquera bien. Bonjour à tous. Du coup, la DRCI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Et en fait, le sujet est arrivé un peu étrangement par nous, parce qu'on avait des besoins propres et on avait une DSI, comme ça je réponds à la question d'avant, qui potentiellement n'avait pas pris ce sujet-là. Parce qu'un hôpital, en fait,
évidemment, il y a beaucoup de structures sur les processus administratifs. Mais d'abord, on soigne, et on soigne avec autant de qualité, évidemment, que le processus qui vous est présenté là. Et donc, en fait, notre cœur de métier, c'était d'abord le soin. Et donc, la DSI n'était pas très impliquée sur les processus métiers. Et donc, pour un petit peu remplir le trou dans la raquette, on a été chercher de notre côté, la direction de la recherche clinique et de l'innovation, des choses un petit peu innovantes. Et donc, on est rentré par TimeTonic. On a vu que finalement, les usages qu'on pouvait avoir dans des processus recherche pouvaient être les mêmes pour d'autres directions. Et donc, fort logiquement, la DRH l'a pris. Et maintenant, quasiment toutes les directions commencent à l'utiliser. Et la relation avec la DSI, elle est intelligente. C'est-à-dire que même s'ils ne font pas, nous, on n'a pas fait sans eux. On a une connexion, par exemple, à l'Active Directory. On a un SSO pour la connexion et tout ça, on le fait avec eux. On a inclus le RSSI dans les règles de sécurité dès le départ. Et donc, on continue à le tenir informé. Et comme on le disait, sur les analyses d'impact, les PIA, en fait, traduction française, c'est analyse d'impact sur la donnée. Et donc, en fait, à chaque fois, on le réalise pour chacun de nos projets. C'est long, mais ça permet aussi de structurer, finalement, quel est le risque et la manière dont on le conduit. Ça, c'était la première question. En fait, la difficulté, elle est qu'il faut absolument, dans une structure comme la nôtre, 38 hôpitaux, 100 000 personnes, potentiellement avec plein d'applications très différentes, on a plus de 800 métiers, qu'en réalité, on parle toujours de la même chose au même moment. Et donc, en fait, on a distingué les référentiels, finalement, des applications. Et donc, la RH, elle s'attache à des référentiels qu'elle peut construire, mais sur lesquels elle n'en a pas la maîtrise. La maîtrise, elle est faite au même endroit, elle est faite chez nous, avec des gens qui sont impliqués sur le sujet depuis le départ. Et donc, ça permet d'appeler le GHU Saclay dans tous les processus qu'on déploiera sur TimeTonic de la même manière. Et donc, d'ailleurs, certain que la DRH de Saclay, quand elle est concernée par un des processus, elle retrouve bien la demande dans sa bannette, entre guillemets, ou dans sa carte là-dessus. Et donc, les référentiels sont faits à part. Et finalement, les clients nous font la demande de création de référentiels. Et nous, notre premier réflexe, il est déjà de voir s'il n'existe pas, qu'est-ce qu'il apporte, et qui ensuite va mettre à jour ce référentiel. Parce que là, on a présenté un processus de recrutement, mais les personnels, ils changent. Donc rien que le référentiel des 70 comptes associés, lui-même, il peut tourner avec des droits qui peuvent être différents et un changement de rôle dans les seuls rôles qui sont prévus. Donc l'élément clé pour nous, afin d'assurer la pérennité, c'est de travailler ces référentiels et de les lier et de mettre finalement des règles qui sont strictes. Et c'est là où, entre guillemets, on prend peut-être le rôle d'une DSI, parce que normalement, ces règles sont fixées par une DSI. Et donc c'est pour ça qu'on le fait en intelligence avec elle. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a fait le tour. Oui. Justement, en parlant de référentiel de données, est-ce que dans TimeTonic, on sait identifier ce référentiel-là assez rapidement si demain on devait faire un contrôle? Et par quel biais? Tous nos référentiels, comme l'expliquait justement Quentin, sont dans un espace TimeTonic dédié. Dès qu'on fait une mise à jour de ces référentiels-là, on a l'ancienne mise à jour qui est sauvegardée, on a l'origine de la mise à jour. Enfin, on a vraiment tout tracé en termes de date, etc. Ça, c'est le travail après, encore une fois, d'Hakim, de Quentin, de ses équipes, d'André, etc. De s'assurer que quand on parle d'une base de données, d'un référentiel, on sache exactement d'où est-ce qu'ils viennent, qu'ils soient à jour et comment est-ce qu'il a été mis à jour et quand. Voilà. On a vraiment, là-dessus, on est très structuré parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Pour l'utilisation pérenne, surtout quand on a un gros établissement de 100 000 agents qui a souvent des mises à jour. Merci à tous. Merci, bravo.